Chers étudiants, bonjour. À travers cette vidéo, je vais vous présenter le travail que vous devez réaliser pour la semaine du 20 avril au 24. Nous avons terminé le dernier chapitre, donc avant les vacances, sur les énergies domestiques. À la fin du chapitre, nous avons vu quels étaient les principaux postes de dépense de l'énergie dans un habitat. Le principal poste de dépôt d'énergie dans l'habitat est le chauffage, et c'est donc tout naturellement que nous allons nous intéresser plus spécifiquement au chauffage. Et donc ce chapitre permet de traiter les systèmes de chauffage, mais également l'opposé du chauffage qui est la climatisation. Ce polycopier vous sera distribué dès que nous nous verrons de visu, en chair et en os, donc après le 11 mai. En attendant, je vous invite à le compléter pour l'instant sur feuille, et à m'envoyer des photos de vos travaux ou bien directement sur ordinateur si vous avez à votre disposition un ordinateur. Donc, comme d'habitude, mais pourquoi ce chapitre? Alors, l'évolution technologique dans le domaine de l'habitat a multiplié les équipements de production de froid et de chaud. Donc de l'usine thermique collective alimentant un quartier avec de l'air chaud, au radiateur électrique individuel d'une pièce en passant par la chaudière collective alimentant un immeuble avec de l'eau chaude, les appareils et les énergies qui mobilisent sont nombreux. Donc l'objectif de ce chapitre est de passer en revue les différents équipements permettant de modifier la température des locaux. Concrètement, nous allons nous intéresser à tous les différents types de systèmes qui permettent de chauffer l'habitat, excepté évidemment tout ce qui va être four, qui est plaque de cuisson que nous avons vu à travers le TPVE sur les équipements électroménagers. Nous verrons donc les principes et le fonctionnement et les caractéristiques des différents types de chauffage. Donc la connaissance des intérêts et limites de chacun des appareils permettra au TSESF de prodiguer des conseils objectifs aux usagers auxquels ils sont confrontés et aux professionnels avec qui ils collaborent. Nous commencerons le chapitre par les différents systèmes permettant d'augmenter la température des locaux en hiver, puis les systèmes permettant de la baisser en été. Autrement dit, nous verrons en premier temps les différents systèmes de chauffage, puis en deuxième temps les différents systèmes de climatisation. Donc les notions vues ici sont transversales à de nombreux chapitres: développement durable, énergie domestique, paramètres d'ambiance des locaux, caractéristiques du marché immobilier. Donc, nous allons d'abord nous intéresser à définir quels sont les trois grands types de chauffage. D'abord, l'objectif des équipements de chauffage d'un logement est de participer au confort thermique en maintenant une température de 20 degrés à l'intérieur des logements. Alors, l'objectif officiel, c'est ça, maintenir une température de 20 degrés. Honnêtement, dans la pratique, il y a plein de logements qui sont plus autour de 18 degrés. Donc effectivement, il faut toujours faire attention à ce qui est théorique et à ce qui est pratique. Afin d'augmenter la température des logements, il existe trois grands systèmes de chauffage. On a donc d'abord le chauffage urbain. Nous avons ensuite le chauffage central, lui-même divisé en trois différents types: collectif, chauffage individuel, collectif individuel, et le chauffage électrique divisé. Donc trois grands types. Donc le principe de fonctionnement d'un chauffage urbain ou central est que la chaleur est produite à un endroit et distribuée à plusieurs autres endroits. Et ça, c'est un élément extrêmement important à comprendre. Dans le cadre du chauffage urbain ou du chauffage central, on a un endroit où on va avoir une production de chaleur, c'est très gros montré, et plusieurs autres endroits où cette chaleur va être distribuée. Donc, on va avoir une production à un endroit de chaleur, cette chaleur va être transportée, puis distribuée à plusieurs autres endroits. Ça, c'est le principe du chauffage urbain, mais également du chauffage central. À l'opposé, on va avoir ce qu'on appelle un chauffage électrique divisé. Donc, le chauffage électrique divisé est quant à lui caractérisé par une production et une distribution de chaleur au même endroit. Production, transport et distribution, donc assurés par le même élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement au chauffage central ou au chauffage urbain, on va donc avoir non plus la production à un endroit et la distribution à différents autres endroits, on va avoir tous ces éléments qui seront faits au même endroit.
Donc on va donc avoir des appareils qui vont permettre de produire la chaleur, mais également de la diffuser, et cela au même endroit. L'exemple le plus simple est le radiateur classique électrique que l'on peut trouver dans une pièce qui se branche directement sur une prise électrique du secteur. Cet appareil permet de produire et diffuser la chaleur dans une même pièce et dans un même endroit. Et donc là, on est vraiment sur du chauffage électrique divisé. Donc ça, c'est les trois grands principes, enfin, c'est les trois grands systèmes de chauffage et donc les deux grands principes de fonctionnement. Donc, le premier type de chauffage auquel on va s'intéresser, ça va être le chauffage urbain, donc ce qu'on appelle également un réseau de chaleur. Donc, consigne 1, sur le chauffage urbain, visionnez les 3 vidéos suivantes. Vous avez 3 vidéos sur YouTube qui vous expliquent justement le fonctionnement d'un réseau de chaleur urbain, d'un chauffage urbain, c'est la même chose, hein. Et donc, ces 3 vidéos vous présentent comment ça fonctionne, l'objectif d'un réseau de chaleur urbain, mais également ses avantages et ses inconvénients. Donc, je vous demande de visionner ces 3 vidéos. Certains éléments sont répétitifs, hein, les vidéos traitent de la même chose évidemment, mais ces choses-là sont expliquées différemment. Et donc, ça vous permettra à chaque fois de bien vérifier si vous avez tout compris. Donc, d'abord, vous visionnez ces 3 vidéos et ensuite, vous allez compléter le schéma page suivante par les éléments ci-dessous. Je vous demande de retrouver sur le schéma qui va être dans la page suivante la chaufferie centrale, canalisation, les sources d'énergie, le centre de valorisation des déchets ménagers et la sous-station. Et donc, ces éléments-là seront complétés dans les différents encadrés. Donc, si je descends page suivante, vous avez un schéma qui symbolise un réseau de chaleur urbain. Donc ce schéma-là sera encore plus compréhensible évidemment quand vous aurez visionné les différentes vidéos. Et donc je vous demande de compléter les encadrés par les éléments que je vous propose. Consigne 3, complétez le tableau suivant par les avantages et les inconvénients d'un réseau de chaleur urbain. Les vidéos vous présenteront ces différents éléments et je vous invite à les retrouver et à les retranscrire ici. Le chauffage urbain, nous nous intéresserons pas plus que ça à cet élément parce que c'est un élément qui vous donne du moment que vous avez du moment que vous comprenez, pardon, comment il fonctionne et avantages, inconvénients, on n'ira pas plus loin. Il n'y a pas d'intérêt pour un TSESF de savoir plus de choses là-dessus. Par contre, le chauffage central, c'est un élément qui nous intéresse beaucoup plus parce que la plupart des logements sont équipés par ce système et donc il faut bien le connaître. Alors, je vous dis que le chauffage central, c'est un procédé de chauffage dans lequel la chaleur est transportée par des canalisations contenant un fluide caloporteur depuis la chaudière jusqu'aux pièces à chauffer. Alors, ici, il y a un mot qui peut vous paraître bizarre, c'est ce qu'on appelle le fluide caloporteur. Alors, dans caloporteur, on voit qu'il y a deux éléments. On a calo et on a porteur. Calo, ça vient de calorique. Ici, ça veut dire que c'est un élément qui contient de l'énergie. Et on a porteur, ça veut dire qui porte. Et donc, ça veut dire ici qu'on va avoir un fluide qui va porter de l'énergie. Donc, de calories, calorique, et porteur, de porteur, évidemment. Et donc, on a le chauffage central qui est un procédé de chauffage dans lequel la chaleur est transportée par des canalisations contenant un fluide caloporteur. La plupart du temps, c'est de l'eau ou de l'air, depuis la chaudière jusqu'aux pièces à chauffer. Et donc là, encore une fois, on retrouve bien la définition de notre chauffage central, hein, qui est on produit la chaleur à un endroit et on la distribue à plusieurs autres endroits. Alors, en consigne 4, je vous demande de compléter les schémas suivants par le principe de fonctionnement de chacun des types de chauffage central. Pour chaque schéma, vous représenterez la chaudière, le circuit de distribution de chaleur et les émetteurs de chaleur. Vous compléterez ensuite les tableaux par les avantages et les inconvénients. Alors, on va faire le premier exemple ensemble pour que vous puissiez compléter en autonomie les exemples suivants. Le chauffage collectif concerne une ou plusieurs chaudières qui produisent de la chaleur pour l'ensemble des logements d'un ou plusieurs immeubles, et parfois même pour un quartier. Mais concrètement, à quoi cela ça correspond? Vous avez en dessous un schéma. Ce schéma représente un immeuble.
Donc, vous avez le grand carré, juste là, qui va permettre de représenter l'immeuble. Dans cet immeuble, vous avez 4 logements. Donc, 1, 2, 3 et 4. Dans ces mêmes logements, vous avez 4 pièces. Et donc, nous allons représenter le chauffage collectif à l'intérieur de ce schéma. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que le chauffage collectif concerne une ou plusieurs chaudières qui produisent de la chaleur pour l'ensemble des logements d'un ou plusieurs immeubles et parfois même pour un quartier. Donc, grâce à la légende qui est située en bas à gauche de l'écran, nous allons représenter d'abord une chaudière. Donc, nous allons représenter une chaudière. Cette chaudière, on vous dit, qu'elle produit de la chaleur pour l'ensemble des logements d'un ou plusieurs immeubles. Alors ici, on ne représentera que pour un immeuble, parce que ça sert à rien. Si on en représentait pour deux, on aurait fait exactement la même chose, mais deux fois. Et donc, on va représenter ça ici. Alors, on vous dit qu'elle présente, donc elle produit la chaleur pour l'ensemble des logements d'un ou plusieurs immeubles. Ça veut dire qu'on a une chaudière qui va produire de la chaleur pour l'ensemble des logements de cet immeuble. On va donc représenter dans cet immeuble des émetteurs de chaleur qui sont présents dans chacune des pièces de ce logement. Donc on va représenter mes émetteurs de chaleur. Ces émetteurs de chaleur sont présents dans les pièces. Émetteurs de chaleur, c'est des radiateurs. Je représente, ok. J'ai mes émetteurs de chaleur. Et donc ce qu'on vous dit ici, c'est que cette chaudière, elle va alimenter tout ça. Et donc il va bien falloir que je dessine ici, que je représente un circuit qui permette de relier ma chaudière, qui est le lieu où je produis la chaleur, aux émetteurs de chaleur, qui est le lieu où on diffuse la chaleur. Et donc ici, je vais représenter cela par une canalisation. Alors encore une fois, je trace ces choses-là sur ordinateur, donc au niveau de la pression du tracé, évidemment, vous trouverez mieux. Cependant, le fond y est, hein. Et donc ici, je vais représenter mon circuit qui permet d'apporter mes calories au niveau des différents émetteurs de chaleur. Et donc ici, je vais bien représenter le fonctionnement, effectivement, donc, de mon chauffage, collectif. J'ai une chaudière qui va apporter la température à tous les différents émetteurs de chaleur de mon logement. Ensuite, je vous demande de chercher les avantages et les inconvénients associés à ce type de chauffage. Pour ça, je vous demanderai de faire des recherches Internet et également de réfléchir justement vous-même à quels seraient possiblement les avantages et les inconvénients associés à ce type de fonctionnement. Je vous demande de faire la même chose pour le chauffage individuel. On vous dit ici que c'est un système où chaque logement possède son procédé de chauffage central. À vous de savoir si ici je vais avoir une seule chaudière, plusieurs, où elles seront situées et comment cela sera associé aux émetteurs de chaleur. Et je vous demande également de faire la même chose pour le chauffage individuel centralisé, qui est un système dans lequel la production de chaleur est collective, mais l'alimentation de chaque logement est assurée par un circuit individuel. Celui-ci est équipé d'un module thermique qui alimente l'appartement en chauffage selon la demande et un compteur qui enregistre les consommations. Ici, même exercice que précédemment. Pour terminer le travail que vous devez réaliser pour la fin de cette semaine, nous allons nous intéresser à la chaudière et au ballon d'eau chaude sanitaire. En consigne 5 et en consigne 6, je vous demande tout simplement de compléter les schémas qui sont situés en bas de page, qui représentent respectivement une chaudière et un ballon d'eau chaude sanitaire. Vous pourrez compléter ces schémas à l'aide d'un texte qui est situé juste au-dessus, dans lequel on vous décrit les différents en fonctionnement et vous compléterez les légendes situées sur le côté.
Je termine juste par un petit mot sur quelques éléments administratifs concernant la chaudière et le ballon de chaude sanitaire. Je vous remercie.